sa vision des choses. Merci Eric, et merci à tous ceux qui ont participé à organiser cet événement et à ceux qui se sont donné la peine d'y assister et qui j'espère vont participer au débat. Bon, je voudrais d'abord, suite aux indications que Keral va présenter pour ce qui concerne la participation du Liban à la réduction des effets de serre, insister sur le fait que les efforts de la République libanaise ne sont pas reconnus à leur juste valeur dans ce domaine, puisque le Liban, enfin la République libanaise, a produit un effet massif sur la réduction des émissions à travers la décision qui n'était pas populaire du tout de réduire la production d'électricité à moins de 50% de la demande de la population, ce qui est un mérite malheureusement insuffisamment reconnu dans le monde, qui pourrait devenir un exemple que les autres pays devraient s'atteler à suivre. Bon, il y a la Chine qui a réduit sa population, mais bon. Nous sommes aujourd'hui 10 ans après le moment où, avec des amis qui sont assez nombreux dans cette salle, nous achevions de présenter le schéma d'aménagement du territoire et où démarrait un projet qui était la suite de ce travail, qui était la programmation des investissements publics sur un horizon de 15 ans à partir de la définition des choix de politique sectorielle. Pas besoin de vous dire que ces travaux n'ont pas eu de traduction pratique. Nous n'étions pas déjà à l'époque trop naïfs pour croire qu'ils seraient appliqués tels quels, mais il se fait que les débats qui ont lieu aujourd'hui au Liban, et à plus grande échelle évidemment à travers le COP, rejoignent les problématiques qui nous ont inspirés, qui nous ont poussés à faire ce travail. Il s'agit essentiellement de deux choses. D'une part, de rationaliser les choix d'utilisation du territoire par la population en termes économiques. Et deuxièmement, de favoriser l'interdépendance au sein de ce territoire entre les différentes catégories de population. Ces deux approches sont éminemment politiques et elles cherchaient, pour simplifier, à sortir de l'interprétation qui a prévalu du développement équilibré, qui consiste en pratique au Liban à organiser la redistribution, qui plus est clientéliste, des bénéfices entre les groupes politiques et leur clientèle, pour passer donc de cette acception vers une logique d'intégration et de complémentarité. Alors, ça s'applique à tous les domaines, que ce soit les réseaux de transport, la distribution des zones économiques ou la distribution des nuisances, évidemment, y compris aussi, évidemment, la distribution des services les plus divers, que ce soit l'enseignement, les hôpitaux. Donc, ces travaux ont fait l'objet de débats, de présentations multiples à des niveaux divers, universitaires, municipalités, et avec ce qui se passe aujourd'hui au Liban, beaucoup de ces thèmes sont revenus à l'ordre du jour, même si, en première ligne, le sujet qui domine est peut-être le plus bête, si vous voulez, c'est l'affaire des ordures. Avant d'arriver à la question de la crise des ordures au Liban, je voudrais faire un petit zoom out. Après, nous reviendrons avec un cadrage plus étroit. La notion après les travaux de Foucault et autres, la notion de gouvernement s'articule sur la gestion par le pouvoir d'un territoire et d'une population définie. Est-ce que cet exercice est encore possible aujourd'hui? Il est évidemment mis au défi des questions d'environnement planétaire, puisque quand nous parlons, évidemment, le cas du Liban est extrême,
Mais quand nous parlons de 195 pays qui vont se réunir et qui vont susciter donc un remue-ménage incroyable au niveau de Paris pour la semaine prochaine, là aussi le Liban a fait un effort en vous dispensant d'avoir un président donc, qui va venir. Nous collaborons à fluidifier la vie parisienne. Il faut mesurer les efforts. Donc à partir de là, la question qui se pose est que où se trouve ce gouvernement du monde? Y a-t-il possibilité d'avoir un gouvernement du monde? Il est évident, on ne peut pas me pesantir dessus, que les risques subis par les instances décisionnelles ne sont en aucune manière correspondants aux risques produits. Et de ce fait, les possibilités actuellement disponibles, effectivement, d'aboutir à une rationalisation de la gestion des externalités environnementales pose un problème d'ordre politique du monde. C'est quelque chose qui ne sera évidemment pas facile à mettre en œuvre dans les réunions de la semaine prochaine, mais c'est un enjeu qui remet en question l'ordre politique mondial. Pour ce qui est de cette gestion des territoires, non plus à l'échelle de la planète, mais à l'échelle d'un pays, voire même d'un petit pays comme le Liban. Cette gestion du territoire, il n'y a pas besoin de présenter beaucoup d'exemples, n'a pas prise sur la réalité. Il n'y a pas de cadastre, donc, on ne trouve pas de décharge, les zones, la notion même de domaine public, ne dépasse pas le cadre d'un argument de plus dans les débats politiques sans que ça soit pris au sérieux. Il n'y a pas vraiment de gestion du territoire. Par contre, il y a une gestion très active des réseaux sociétaux, qu'on les appelle communautés ou qu'on les appelle collectifs dans les campagnes qui ont été menées dans l'affaire des ordures, ou qu'on appelle cela les réseaux d'émigration. Il y a une gestion très active des réseaux, alors qu'il y a un désintérêt pour la gestion du territoire. Il y a même un déni, on ne veut pas savoir. Les travaux qui sont faits par nos amis sont excessivement louables, parce qu'ils démontrent qu'on peut accepter, qu'on doit accepter de prendre acte des faits physiques du territoire et de la population face au déni. À ce stade, il est intéressant de suivre les grandes étapes de l'évolution historique. Donc, le cadastre a été commencé par les Ottomans durant la phase de modernisation, l'essentiel a été fait durant la phase du mandat. Dès 1946, la République libanaise, nouvellement indépendante, a modifié le code de la résidence, dans le sens que jusque-là, le code de la résidence, qui était copié sur le code français, disait qu'un bonhomme résidait quelque part, et s'il se déplaçait, il avait un délai déterminé de quelques mois pour signaler qu'il avait changé de domicile, faute de quoi il était passible d'amende, etc., etc., etc. Alors nos grands leaders de l'indépendance ont jugé nécessaire de modifier ces lois en disant que si le Libanais se déplace, il a le droit, ils n'ont pas d'obligation, de signaler qu'il s'est déplacé, et les autorités ont le droit d'accepter ou non d'enregistrer son déplacement. Donc nous avons annulé complètement la notion de résidence, et de ce fait, les Libanais sont tous considérés résidents, même s'ils sont immigrés, dans le lieu où leur aïeul a été enregistré en 1932 au moment du dernier recensement. On ne fait pas de recensement. Et par conséquent, la notion même de résidence, on ne sait pas qui est résident au Liban. Évidemment, on ne sait pas non plus qui sont les étrangers résidents au Liban, mais bon. Donc, on ne sait pas qui sont les... Nous ne savons pas quel est le taux de chômage. Nous ne savons pas quel est le taux, je ne sais pas, d'une maladie quelconque. Et on ne veut pas savoir. Ce n'est pas que nous ne savons pas. C'est que le système politique refuse de savoir. De ce fait, les élections, qu'elles soient municipales ou législatives, n'ont pratiquement aucune relation avec le lieu où se trouve
chaque membre de la population sur chaque bout du territoire. Et cela se traduit aussi dans des côtés plus anecdotiques, qui sont que les communautés religieuses qui ont toutes, dans leur logique, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres, une base territoriale, les patriarcats, les imamats, etc. Au Liban, ce n'est plus comme ça. Donc, c'est un réseau universel qui tisse sa maille sur l'ensemble du globe et on suit donc les émigrés à partir du réseau d'affiliation éternelle qui les définit identitairement. Et on va jusqu'à considérer que ceux qui ne sont pas déclarés comme Libanais au moment de l'application des accords de Lausanne qui ont institué la nationalité libanaise, ceux-là devraient être Libanais, alors même qu'annuellement, 40 à 50 000 Libanais résidents émigrent et que près de 40% de la population résidente et probablement plus de 50% de la population active sont des non-Libanais. Cela est un exemple, qui peut paraître anecdotique, mais qui est intéressant parce qu'il rejoint une tendance qui malheureusement est en train de se développer ici même en France, alors même, mais dans le sens inverse. La tendance à la communautarisation, à la définition des cultures, des origines et tout cela, sont des pas prometteurs vers un réalignement du système politique effectif de la France, et non pas celui qui est enregistré dans les constitutions, on l'amendera plus tard, le texte, vers une logique de contrôle par des réseaux, et non plus à travers cette fiction toujours fragile qui est celle de la citoyenneté, qui ne naît que de l'intersection d'un contrôle d'un territoire et d'une population qui y réside. Pour revenir à des histoires un cadrage plus limité, l'affaire de la gestion des déchets ménagers, solides, les ordures. Au Liban, ça se passait comme partout. Les municipalités géraient plus ou moins cela. La municipalité de Beyrouth, qui a été instituée, une des premières dans l'Empire ottoman d'ailleurs, a été constituée dans la logique hygiéniste à la fin du XIXe siècle, avec la quarantaine, etc., le pavage des rues. Donc c'est le modèle classique un peu partout. Et cela a continué, en gros, jusqu'à la guerre civile. Alors, avec la guerre civile, ce pan des services publics a été, comme tout le reste de l'édifice de l'État, a été mis à mal et des modalités de substitution se sont progressivement mises en place sans que cela ne découle d'un plan machiavélique, probablement par des tâtonnements progressifs. Le problème avec les déchets, c'est que, contrairement à l'électricité et à l'eau, il n'est pas facile de tirer des ressources financières. L'électricité, on peut vendre. L'eau, on peut vendre. Les déchets, faire payer les déchets, c'est compliqué. Et par conséquent, cela apparaît comme une nuisance, comme un coût, et non pas comme une source de revenus. De ce fait, ce qui s'est passé, c'est que les déchets ont commencé à être accumulés dans les zones de rejet qui étaient les no man's land, notamment la ligne de démarcation entre les deux zones d'affrontement Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, et plus particulièrement le centre-ville, et plus particulièrement la côte jouxtant le centre-ville, constituant donc une montagne de déchets dans la mer. Nous arrivons à un deuxième monticule plus petit, moins noble, s'est constitué à l'est de l'embouchure du fleuve de Beyrouth, devant la côte de Bouch Hamoud. Parce que des fois, il était risqué de s'aventurer en venant de Beyrouth-Est vers le golfe du Normandie, et par conséquent, on a trouvé un palliatif. Il faut dire que
il n'y avait plus eu d'élections municipales au Liban depuis 1963. Alors, il y en aura en principe dans quelques mois, nous allons voir, mais les élections législatives, nous sommes passés de cet exercice pénible depuis un bon moment, on n'en fait plus. Donc, nous arrivons au début des années 90. Les municipalités, bon, la grande majorité des municipalités, des membres des conseils municipaux étaient décédés ou émigrés ou s'étaient disputés, et par conséquent le conseil municipal avait éclaté. Et par conséquent, bon, les municipalités étaient vraiment moribondes. D'ailleurs, on avait acheté durant cette période des usines d'incinération et de tri qui, comme les usines de traitement, ne marchaient pas. Et là, il y a deux idées qui se sont mises en vis-à-vis et l'étincelle a jailli comme dans un arc électrique. C'est-à-dire que les municipalités étant moribondes et n'ayant pas de voix, il y avait une vieille loi qui assignait à l'ensemble des municipalités des quotes-parts dans différentes taxes que l'État prélevait, sur les douanes, sur la propriété foncière, etc. Et ces fonds-là devaient être placés dans un compte spécifique ouvert à la Banque centrale, qui s'appelle la Caisse municipale autonome, avec une règle de distribution au profit des différentes municipalités qui devait faire l'objet d'un décret annuel édicté par le Conseil des ministres en fonction de paramètres divers et variés, nombre de résidents, pas résidents, nombre enregistrés en 1932 et leurs descendants qui n'ont pas été biffés, c'est évidemment, la surface et autres paramètres du même genre. Évidemment, personne ne se préoccupait de cela, et cette caisse indivise, n'ayant pas de défenseur, s'est transformée, comme le domaine public, en territoire de prédation. Donc il y a des gens malins qui se sont dit, mais il y a de l'argent dans ce truc-là, et personne ne va le réclamer, on peut mettre la main dessus. Excellente idée. Et par ailleurs, il y a que les usines existantes sont déglinguées, elles rouillent, etc. Et il y a ces deux montagnes de déchets face à la côte. Donc, un contrat a été passé par le CDR pour remettre en état les deux usines là, qui étaient à l'arrêt et financé à partir de la caisse. Et puis ce contrat a été étendu pour ramasser, traiter et assurer la mise en décharge des déchets, d'abord de la ville de Beyrouth, et puis ça s'est étendu en gros à la zone métropolitaine centrale. Donc il s'agissait, sans que les municipalités n'aient jamais eu leur mot à dire, de mettre la main sur les fonds de la caisse municipale autonome et de les utiliser par un contrat signé par le CDR qui n'a absolument aucune compétence pour utiliser ces fonds, afin de gérer l'ensemble du cycle des déchets. Alors, là, c'était très intéressant parce que on a vite amélioré le processus en disant que le mécanisme, comme il y avait donc le ramassage, la deuxième phase c'était le tri, et puis la troisième c'était la mise en décharge. Alors la mise en décharge a été la contrepartie a été calculée sur la base du poids, donc c'était antinomique avec le tri. Alors conclusion, au lieu de faire le tri, on a utilisé les usines de tri en les transformant en usines d'emballage. C'est-à-dire qu'on ramasse les ordures avec toute l'eau qu'il y a dedans, etc. Évidemment, s'il y a une pépite d'or ou un diamant, là on le sort, mais ça n'en parlons pas. Le reste, on l'emballe et on va le jeter. Donc on encaisse, à part le ramassage, la contre-valeur du tri sans faire le tri, et on encaisse la valeur de la mise en décharge au poids
qu'on a gonflé en ne faisant pas le tri et en maintenant toute l'humidité dedans. Conclusion, le coût du mètre cube, le coût de la tonne, était en gros en 2 et 3 fois ce qu'il est dans les normes internationales, même dans les pays plus riches. Alors c'était très intéressant et ça a continué de cette manière jusqu'au moment où le prix du pétrole a commencé à monter très fort. Donc là, comme nous avons des politiciens qui sont aussi des industriels, ils se sont dit, tiens, c'est dommage, ça, parce qu'on pourrait quand même faire des économies dans nos usines en termes d'achat de fuel et utiliser donc les procédés d'incinération pour faire des économies dans nos usines. Donc là, ils se sont disputés entre eux un peu, mais heureusement, le prix du pétrole a chuté. Et là, il y a un autre problème qui est arrivé, c'était que cette instance commune là, qui ramassait les ordures, évidemment, elle rendait des services à l'ensemble des acteurs politiques, mais avec les difficultés économiques découlant de la baisse des prix du pétrole et de la manne financière provenant des différents pays du Golfe vers nos acteurs politiques, ils avaient besoin de plus de ressources. Donc là, ils sont entrés dans une réforme, on peut l'appeler comme ça, du système, consistant à dire que, on va découper le territoire en fonction du pouvoir politique que chacun d'entre nous, grand chef, détient sur une zone, le pouvoir politique étant détenu toujours en fonction de ce Liban imaginaire qui découle du recensement de 32. Donc, sur la base du pouvoir communautaire qui se traduit évidemment par tous les échelons jusqu'aux élus municipaux. Tout ça est parfaitement cohérent. Et par conséquent, chacun va faire, au lieu d'une soukline centrale, sa petite souklinette chez lui, et là, ça va être un truc qui va être une source de revenus stable et permanente. Donc, c'est le Sustainable Development, comme vous connaissez le sujet. Alors, le problème, c'est que dans ce truc-là, il y a Beyrouth. Alors, Beyrouth, c'est là où il y a le plus d'ordures. Et il est difficile de trouver une décharge dans le cadre, dans le périmètre de Beyrouth Municipal, c'est comme Paris dans l'intérieur du périph'. Donc là, les différents féodaux, les chefs de guerre autour se sont dit nous voulons avoir une part dans Beyrouth. Et comment faire pour avoir une part dans Beyrouth? En bloquant l'adjudication pour Beyrouth et en rendant l'exercice périlleux, et le seul moyen pour cela, c'était d'arrêter le système déjà en place, qui était donc la décharge principalement de Néamé, en fait de Ain Rafil. Donc pour faire pression sur les autres et augmenter la part de l'un ou de l'autre de ces acteurs là où il y a le beurre, donc Beyrouth. Et dans ce processus-là, chantage entre les différents chefs de milice pour mettre la main sur l'argent des municipalités pillé par le CDR dans une caisse sur laquelle il n'a pas prise. Donc, ils ont trouvé que le meilleur moyen de coincer, chacun coinçant les autres, c'était de jeter les ordures dans la rue. Voilà le processus. Il faut que vous sachiez encore une chose. Tous ces artifices n'empêchent pas le fait que tous les paiements qui ont été faits à cette société depuis 1994, et ça continue, ce soir, ils continuent à encaisser, ont été faits sur la base de décisions prises par le Premier ministre, les Premiers ministres successifs, les ministres des Finances et les ministres de l'Intérieur, mensuellement, envoyant tous les mois une note au ministère des Finances pour lui dire « Payez ce montant en dollars à la société Averda Souklin Soukomi ». Les pauvres fonctionnaires du ministère des Finances, n'étant pas habilités pour verser ce montant à débiter aucun compte, parce qu'ils peuvent débiter aucun compte dans les comptes publics, tous les paiements, nous parlons de près de 2 milliards de dollars, tous les paiements ont été faits au titre de paiement transitoire. Il n'y a aucune opération de paiement définitif qui a été faite à cette entité. Donc voilà où nous en sommes. Évidemment, le schéma directeur d'aménagement du territoire avait produit un travail intéressant, consistant à dire, voilà les zones d'exclusion où on ne peut pas faire de décharge. C'était le croisement de différentes couches.
Donc, que ce soit des considérations pédologiques, des considérations géologiques, les failles, les microfailles, les bassins versants, la distance par rapport aux zones urbanisées, et ces zones-là ont été proposées comme étant, ça a été approuvé en décret, tout ça, mais tout le monde s'en fiche, décrétées zones d'exclusion. Partout ailleurs, il est possible de mettre des décharges. Pourquoi n'y a-t-il pas de décharges? Il y a une raison très simple, celle que Ghalib a décrite. Tout le Liban est constructible. Donc, comme tout le Liban est constructible, il est impossible de convaincre les propriétaires fonciers, parce que les municipalités ne représentent que les propriétaires fonciers, elles ne représentent pas les habitants. Une municipalité au Liban, c'est le syndicat des propriétaires fonciers du coin. Donc, aucune municipalité n'a envie de voir la valeur du foncier urbain, parce que tout le Liban, c'est du foncier urbain, être dévalorisé par l'implantation d'une décharge. Il n'y a pas de terrain agricole, il n'y a pas de terrain forestier, il n'y a pas de terrain naturel, il n'y a rien. Tout est constructible, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, là, vous voyez comment le mécanisme de contrôle a fait que le territoire est utilisé comme masque pour produire la structure du pouvoir. Et cette structure du pouvoir utilise le territoire comme marchandise, parce qu'il est transformé en terrain urbain essentiellement, ou urbanisable, essentiellement pour attirer le maximum d'investissements provenant des expatriés et des richissimes investisseurs des pays du Golfe, de même qu'il utilise la population comme marchandise destinée à l'émigration pour renvoyer des fonds. Donc nous avons une inversion complète du schéma, où le mécanisme du pouvoir réticulaire utilise et le territoire et la population comme marchandises et les consomme régulièrement avec une sérénité absolue. Cela, je conclue là-dessus, présente un cas, évidemment, qui est intéressant au Liban pour essayer de mener une bataille contre tout cela, mais c'est autre chose, mais présente aussi un intérêt théorique quant à la relation entre les fondements et les leviers du pouvoir, d'une part, et la gestion, préservation ou la consommation, destruction du territoire, incluant l'environnement et de la population, d'autre part. Je vous remercie.